Walter Briggs avait 78 ans, une figure solitaire vivant dans une petite maison rurale qui bordait la partie est du Texas. Ses mains burinées portaient les callosités de décennies de travail honnête, ses yeux la sagesse tranquille d'un homme qui avait vu plus qu'il n'en avait jamais parlé. Les habitants le connaissaient uniquement sous le nom de Vieil Homme Briggs, un personnage de la communauté qui restait dans son coin, mais ne manquait jamais d'acquiescer respectueusement en croisant d'autres personnes sur la route. Pendant près de 60 ans, Walter avait conduit le même pick-up GMC, un modèle de 1962 qui avait survécu à une autre époque, tout comme lui. La peinture bleue délavée, les sièges en cuir craquelé, le moteur qui s'annonçait à un demi-mile de distance, tout cela était aussi familier pour les habitants du comté de Mill Creek que la tour de l'horloge du palais de justice ou le vieux chêne de la rue principale. Les enfants de la ville l'avaient surnommé le camion de guerre à cause de ses cicatrices de bataille et de son design désuet, bien qu'aucun d'entre eux ne comprenne la vérité profonde derrière leur étiquette innocente. Chaque mardi et vendredi, les habitants voyaient Walter traverser la ville pour acheter ses quelques nécessités, toujours les mêmes articles, toujours payés avec la monnaie exacte, toujours avec un minimum de conversation. Il n'était pas inamical, il y avait simplement une économie dans ses mots, comme s'il avait appris depuis longtemps que la parole était une ressource à conserver, comme des munitions ou de l'eau douce sur le terrain. En ce mardi soir particulier, alors que le crépuscule s'installait à l'horizon, Walter accomplissait un rituel inhabituel. Après des décennies de routine, il brisait la routine. À l'intérieur de sa modeste maison, il enveloppa soigneusement un petit objet dans un chiffon doux, le plaça dans une boîte en bois sculptée à la main et la sécurisa avec un simple cadenas en laiton. Ses mouvements étaient délibérés, voire révérencieux, comme s'il manipulait quelque chose d'une valeur incommensurable. À côté de la boîte, il plaça une lettre manuscrite, l'écriture cursive trahissant le léger tremblement qui s'était développé dans sa main droite au cours des dernières années. L'enveloppe était simplement adressée au département de police du précinct 17. La lettre à l'intérieur disait « Remettez ceci au précinct 17, ne laissez personne d'autre le toucher ». Walter plaça les deux objets sur le siège passager de son camion, démarra le familier grondement du moteur et commença le trajet de 40 miles vers le chef-lieu du comté. Il conduisait sans radio, sans compagnie, juste la symphonie mécanique d'un moteur qui l'avait accompagné pendant la majeure partie de sa vie. À la limite du comté, Walter rencontra un point de contrôle de sécurité, inhabituel pour ce tronçon d'autoroute tranquille, mais pas totalement inattendu étant donné les récentes préoccupations frontalières. Un jeune officier, peut-être pas plus de 25 ans, lui fit signe de s'arrêter. Walter obtempéra, arrêtant le vieux véhicule à côté de la voiture de patrouille avec ses lumières clignotantes. « Permis de conduire et immatriculation, s'il vous plaît » demanda l'officier, éclairant brièvement l'intérieur de la cabine avec sa lampe de poche. Walter atteignit lentement sa poche, sortant un portefeuille aussi usé que tout le reste qu'il possédait. Il en sortit un permis de conduire si décoloré que la photographie était à peine reconnaissable, bien que la date d'expiration soit toujours valide. L'officier l'examina avec scepticisme. « Qu'est-ce qui vous amène si tard, Monsieur Briggs? »« Affaire de police, » répondit Walter, sa voix portant la texture rocailleuse de l'âge et d'une utilisation minimale. « Affaire de police ?» Le ton de l'officier devint suspicieux. « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil dans votre véhicule? » La main de Walter se déplaça de manière protectrice vers la boîte en bois. « Ce qui est dans mon camion n'est pas pour les yeux curieux, fils. C'est pour le précinct 17, et seulement le précinct 17. » La main de l'officier se déplaça instinctivement plus près de son holster. « Sortez du véhicule, monsieur. Je dois vérifier le contenu de votre camion. »« Je ne peux pas vous laisser faire ça, » dit Walter, sa voix calme mais ferme. « Ce n'est pas une cargaison ordinaire. » En quelques minutes, 2 voitures de patrouille supplémentaires arrivèrent. Walter se retrouva entouré d'officiers, leur posture suggérant qu'il le voyait comme quelque chose qu'il n'avait jamais été dans sa longue vie. Une menace. « Dernière chance, monsieur. Sortez du véhicule et consentez à une fouille, ou nous devrons vous placer en détention. » Walter regarda les jeunes visages qui l'entouraient, vit le mélange d'autorité et d'incertitude dans leurs yeux, et prit sa décision. Il ne compromettrait pas une promesse gardée pendant 47 ans, pas même maintenant. « Je pense que vous faites une erreur, dit-il doucement.
mais je ne résisterai pas. » Alors que les officiers s'approchaient avec des menottes, les pensées de Walter n'étaient pas sur sa propre dignité, mais sur la boîte qui contenait quelque chose de bien plus précieux que sa liberté. Un symbole d'honneur qui avait attendu des décennies pour rentrer chez lui. Si vous pensez qu'une bonne personne mérite d'être rappelée, restez avec nous. Le poste du précinct 17 bourdonnait d'une énergie inhabituelle pour un mardi soir. La nouvelle s'était répandue rapidement à propos du vieil homme en garde à vue, un contrebandier potentiel, chuchotait certain, ou peut-être quelqu'un souffrant de démence. Les officiers ont traité Walter à travers le système avec une efficacité qui frôlait l'indifférence, prenant des empreintes digitales de main qui avaient autrefois accompli des tâches bien plus cruciales qu'ils ne pouvaient l'imaginer. L'officier d'enregistrement remarqua quelque chose d'inhabituel alors qu'il enregistrait les informations de Walter. Les empreintes digitales du vieil homme ont déclenché une réponse particulière dans le système. Pas un casier judiciaire, mais une sorte de signalement de sécurité spécialisé que l'officier n'avait jamais rencontré auparavant. Il en parla à son superviseur, qui se contenta de hausser les épaules et suggéra de continuer avec les procédures standards en attendant que le système clarifie la situation. Le capitaine Reynolds, le superviseur de l'équipe de nuit, observait depuis l'arrière de la vitre de son bureau alors que Walter était assis stoïquement sur le banc métallique, ne montrant ni résistance ni inquiétude. Quelque chose dans le comportement du vieil homme troublait Reynolds. La dignité tranquille, l'apparent manque de peur ou de confusion. Ce n'était pas le profil typique de quelqu'un pris en flagrant délit. « Qui a appelé ça? » demanda Reynolds. « Pointe de contrôle à la limite du comté, monsieur, » dit le sergent de permanence. Il a dit que le vieil homme agissait de manière suspecte, a refusé une fouille de véhicule, a prétendu avoir des affaires de police mais n'a pas voulu en dire plus. Reynolds étudia la posture de Walter, le dos droit, les mains placées précisément sur ses genoux, le regard patient qui semblait regarder à travers plutôt qu'à l'intérieur de la station animée autour de lui. 23 ans dans les forces de l'ordre avaient appris à Reynolds à reconnaître la tenue militaire quand il la voyait. Pendant ce temps, l'officier Tanner et son partenaire avaient apporté la boîte en bois et la lettre dans la salle d'épreuve, enfilant des gants avant d'examiner attentivement ce qu'ils avaient saisi lors de la fouille du véhicule. Construction étrange, nota Tanner en étudiant la boîte. Sculptée à la main, probablement vieille de plusieurs décennies. Son partenaire montra des marques invisibles le long du bord inférieur. Il y a quelque chose ici. On dirait que ça a été estampillé puis poncé. Avec l'autorisation appropriée et dûment enregistrée, ils ouvrirent le cadenas en laiton, soulevant le couvercle pour révéler l'objet à l'intérieur. Leur confusion fut immédiate et profonde. Niché dans la doublure en velours se trouvait un insigne militaire d'un remarquable artisanat. Il portait des marques distinctives, à l'opposé des décorations militaires standards. Un emblème d'unité spécialisée avec un numéro de série crypté le long de son bord et un sceau officiel qu'aucun des deux officiers n'avait reconnu de leur formation. « Ça a l'air militaire, mais différent », dit Tanner en le photographiant sous plusieurs angles sans le toucher directement. Haut rang, à en juger par le design. Son partenaire avait déjà ouvert la lettre trouvée dans le camion de Walter. « Écoute ça. » Le porteur confie au précinct 17 l'insigne original de l'unité Echo Shadow, récupérée de la base de feu Horizon, Vietnam 1975, pour être rendu aux autorités militaires légitimes après confirmation du protocole Silverline. Que ceux qui sont tombés soient rappelés, que ceux qui attendent trouvent la paix. C'est signé par le colonel Jonathan Briggs, USMC à la retraite. « Il est lié à notre gars là-bas ?» demanda Tanner. « Ça doit l'être. Regarde ça. » Il tint l'identification de Walter à côté de la lettre. Même nom de famille, mais ce colonel Briggs, je n'ai jamais entendu parler de l'unité Echo Shadow. Et toi? Tanner secoua la tête. Nous devrions passer ça dans ce système. Le capitaine Reynolds avait déjà convoqué Walter dans son bureau pour l'interroger. Le vieil homme était assis de l'autre côté du bureau, sa posture militairement droite malgré ses années. « Monsieur Briggs, nous avons examiné le contenu de la boîte que vous transportiez, » commença Reynolds en étudiant le visage de Walter pour des réactions. « Voulez-vous nous expliquer pourquoi vous transportez ce qui semble être une propriété militaire, potentiellement de grande valeur? » Walter rencontra le regard du capitaine sans vaciller. « Je la ramène là où elle doit être. » « Et pourquoi la porter à un poste de police plutôt qu'à une base militaire? »
Le protocole Silverline stipule que l'autorité civile est le premier contact, répondit Walter en utilisant une terminologie qui n'apparaissait nulle part dans la formation policière standard. Reynolds se pencha en avant. Vous auriez pu éviter tous ces ennuis en vous expliquant simplement aux officiers au point de contrôle. Un triste sourire traversa le visage buriné de Walter. Certaines promesses exigent de la discrétion, capitaine, même lorsque c'est incommode. Donc vous êtes lié à ce colonel Jonathan Briggs? Demanda Reynolds en tapotant la lettre. Les yeux de Walter reflétèrent brièvement quelque chose de plus profond que la conversation, peut-être du chagrin, peut-être de la fierté. Je n'ai jamais eu besoin de titre pour faire ce qui est juste. Le capitaine était sur le point d'insister davantage quand l'officier Tanner frappa d'urgence à la porte. « Monsieur, nous venons de passer l'insigne dans le système, dit-il, la voix baissée. Il a déclenché une sorte d'alerte. Nous avons reçu une communication prioritaire du département de la Défense. Il nous demande de sécuriser l'objet et l'individu et de ne pas procéder à d'autres interrogatoires. » Reynolds fronça les sourcils. « Sous quelle autorité? » « Niveau des chefs d'état-major interarmés, monsieur, le message précise de ne pas manipuler le contenu de la boîte. L'individu sous votre garde est un ancien commandant de l'unité Shadow Echo. Des représentants militaires sont en route, arrivés prévus dans 1 heure. » La pièce devint silencieuse alors que les implications s'installèrent. Walter Briggs, le vieil homme tranquille avec le pick-up ancien, venait d'être reconnu par les plus hauts niveaux du commandement militaire. Quoi qu'il transportait, c'était suffisamment important pour mobiliser une réponse immédiate d'autorité bien au-delà de leur juridiction. Dehors, dans le bullpen de la station, les officiers se rassemblaient en petits groupes, parlant à voix basse. Les hypothèses initiales sur un vieil homme confus s'étaient évaporées, remplacées par des spéculations sur qui était vraiment Walter Briggs et ce qu'il transportait si soigneusement dans son vieux camion cabossé. À travers la fenêtre du bureau, Walter pouvait voir leur regard interrogateur. Il restait calme, ses mains reposant tranquillement sur ses genoux. La boîte en bois était maintenant posée sur le bureau du capitaine Reynolds entre eux, un pont entre des mondes que la plupart n'avaient jamais su exister. « Monsieur Briggs, dit finalement Reynolds, il semble que nous ayons fait une erreur significative dans la manière dont nous avons géré cette situation. » Walter secoua légèrement la tête. « Vous avez fait votre travail, capitaine, et j'ai fait le mien. Voulez-vous un café en attendant? » offrit Reynolds, son ton maintenant respectueux, peut-être même légèrement apologétique. « Noir, si vous en avez, » répondit Walter. « La route a été longue. » Alors que minuit approchait, l'atmosphère de la station s'était transformée de la routine à une anticipation tendue. Chaque officier sentait qu'il était témoin de quelque chose d'extraordinaire, bien qu'aucun ne puisse articuler exactement quoi. Les protocoles de sécurité avaient été renforcés, le bâtiment sécurisé, et Walter Briggs, qui n'était plus un suspect, mais pas tout à fait un invité d'honneur, attendait patiemment l'arrivée de ceux qui comprenaient la véritable signification de sa mission. Avez-vous déjà vu une bonne personne être détenue par suspicion? Tapez « J'ai vu si vous avez été témoin de quelque chose de similaire ». À minuit précis, les capteurs du périmètre de la station s'activèrent. Les officiers aux caméras de sécurité regardèrent avec un étonnement grandissant alors que 6 SUV noirs identiques avec des marques militaires entraient dans le parking en formation parfaite, encerclant le bâtiment avec une précision tactique. Pas de sirène, pas de lumière clignotante, juste l'efficacité disciplinée d'une opération militaire bien orchestrée. Les phares des véhicules s'éteignirent simultanément, plongeant la scène dans l'obscurité, brisée seulement par l'éclairage extérieur de la station. Les portes s'ouvrirent à l'unisson et du personnel en uniforme en sortit, créant un périmètre de sécurité avec des mouvements de routine qui suggéraient bien plus que du travail de routine de police militaire. Chaque individu se déplaçait avec un but coordonné, établissant des positions qui scellaient efficacement toutes les sorties et entrées du bâtiment. À l'intérieur de la station, les officiers se rassemblèrent autour des moniteurs, observant le déploiement silencieux avec un mélange de confusion et d'appréhension. Le répartiteur de nuit tenta un contact radio, mais ne reçut qu'une réponse laconique. Canal sécurisé établi. Attendez l'officier supérieur. « Qu'est-ce que c'est que ça? » marmonna l'un des jeunes officiers. « Une sorte d'exercice d'entraînement? » Un sergent vétéran secoua lentement la tête. « Pas un entraînement que j'ai jamais vu. Ce sont des insignes des opérations spéciales interarmées.
Quoi que ce soit, c'est bien au-dessus de notre grade. Le capitaine Reynolds redressa son uniforme et ordonna à ses officiers de se mettre au garde à vous. Quoi qu'il se passe, cela transcendait le protocole normal. Les portes d'entrée s'ouvrirent pour laisser entrer 3 individus, 2 officiers de police militaire flanquant un homme distingué d'une 60aine d'années, portant l'uniforme d'un général 3 étoiles. Général Thomas Harrington, corps des Marines des États-Unis, annonça-t-il à l'officier du bureau d'accueil, présentant des accréditations qui commandaient immédiatement une coopération totale. Je crois que vous retenez Walter Briggs et une boîte en bois qu'il a apportée à votre station. Oui, monsieur, répondit le sergent du bureau. Le capitaine Reynolds est avec monsieur Briggs dans son bureau. L'objet est sécurisé. Emmenez-moi à eux immédiatement. Alors que le général était escorté à travers la station, chaque officier présent se tenait au garde à vous, sentant la gravité du moment. Quand il entra dans le bureau du capitaine, ses yeux allèrent immédiatement vers Walter, qui s'était levé d'un mouvement fluide qui démentait son âge. Ce qui se passa ensuite stupéfia tout le monde. Le général, un homme qui commandait des milliers d'hommes et conseillait des présidents, s'approcha de Walter Briggs et rendit un salut militaire formel. « Commandant Briggs, dit-il avec un respect indéniable, c'est un honneur, monsieur. » Walter rendit le salut avec une précision sans faille. « L'honneur est mien, général, bien que je n'ai pas été commandant depuis près de 50 ans. » Le capitaine Reynolds et ses officiers échangèrent des regards perplexes. Le vieil homme qu'ils avaient détenu, la figure tranquille en vêtements usés conduisant un pick-up ancien, était interpellé avec déférence par l'un des plus hauts gradés de l'armée des États-Unis. Le général se tourna vers le capitaine Reynolds. « Je m'excuse pour l'entrée dramatique, capitaine, mais cette affaire implique des protocoles de sécurité nationale établis pendant le conflit du Vietnam. Pouvons-nous utiliser votre salle de conférence? J'ai besoin de faire un débriefing approprié avec le commandant Briggs. » 20 minutes plus tard, la plus grande salle de conférence de la station avait été transformée. Des cartes étaient étalées sur la table, des dossiers classifiés ouverts et l'équipement d'enregistrement désactivé. La boîte en bois était au centre, maintenant ouverte pour révéler l'insigne qui avait déclenché une réponse si extraordinaire. Le général s'adressa aux officiers rassemblés, Walter étant assis tranquillement à ses côtés. « Ce que je suis sur le point de vous dire est classifié, mais étant donné les circonstances, vous méritez de comprendre la signification des événements de ce soir. » Il désigna Walter. « Cet homme devant vous est Walter Briggs, ancien commandant de l'unité Shadow Echo, une équipe d'opérations spéciales qui n'a officiellement jamais existé. En 1975, pendant la chute de Saigon, son unité a été chargée d'une mission d'extraction classifiée qui a tourné de manière catastrophique. La pièce était complètement silencieuse, tous les yeux se déplaçant entre le général et le vieil homme qui était assis avec une dignité tranquille à côté de lui. Le commandant Briggs a été le seul survivant d'une mission qui a sauvé 37 vies, mais a coûté la vie à 11 de ses hommes. Avant l'évacuation, il a récupéré l'insigne de l'unité, celui qui est dans cette boîte, et a fait la promesse solennelle aux familles de ses camarades tombés qu'il assurerait un jour la reconnaissance appropriée de leur sacrifice lorsque les protocoles classifiés le permettraient. Le général souleva l'insigne avec précaution. Cet emblème contient une documentation sur microfilm de la mission et les noms de ceux qui ont servi, des informations qui sont restées classifiées jusqu'à ce que l'opération Silverline soit déclassifiée il y a seulement 3 semaines. Il se tourna vers Walter. « Votre fils, le colonel Jonathan Briggs, a poursuivi votre combat pour la reconnaissance avant sa mort l'année dernière lors d'une opération classifiée. Il a finalement obtenu l'autorisation d'activer les protocoles Silverline. La lettre qu'il vous a laissée contenait les codes d'authentification nécessaires. » Les yeux de Walter montrèrent le premier signe d'émotion, la fierté et le chagrin d'un père entremêlé. « Jonathan a toujours compris le devoir, dit-il doucement. Le général s'adressa directement au capitaine Reynolds. « Vos officiers n'ont pas arrêté un vieil homme confus ce soir, capitaine. Ils ont intercepté la mission finale de l'un des opérateurs secrets les plus décorés de l'histoire militaire américaine. Un homme honorant une promesse à ses frères tombés qui s'est étendue sur près de 5 décennies. » Le jeune officier qui avait initialement détenu Walter s'avança. « Monsieur, je dois m'excuser auprès de monsieur Briggs si j'avais su. » Walter leva doucement la main. « Vous avez fait votre devoir, fils. Je n'ai jamais blâmé personne pour ça. » Le général hocha la tête. Le commandant Briggs n'agissait pas pour une reconnaissance personnelle.
Il accomplissait le pacte sacré entre guerriers selon lequel nous n'abandonnons jamais personne, pas même dans le souvenir. Chaque officier dans la pièce se tenait au garde-à-vous maintenant, comprenant. L'homme qu'ils avaient menotté et traité par leur système était quelqu'un qui avait porté un fardeau d'honneur plus longtemps que la plupart d'entre eux n'avaient été en vie. Aujourd'hui, continua le général, nous ne sommes pas venus prendre quelqu'un en garde à vue. Nous sommes venus escorter le commandant Briggs à la base aérienne d'Andrews, où demain matin le président reconnaîtra officiellement l'unité Shadow Echo et remettra au commandant Briggs les honneurs que ces hommes ont mérités par leur sacrifice. Alors que Walter se levait pour partir, le capitaine Reynolds s'avança. « Monsieur, nous serions honorés de fournir une escorte de police pour votre voyage. » Walter sourit, une expression sincère qui transforma son visage buriné. « Ce ne sera pas nécessaire, capitaine. Mais il y a une chose. N'importe quoi, monsieur. J'aimerais conduire mon propre camion jusqu'à Andrews. Il m'a porté jusqu'ici. Il semble juste qu'il termine le voyage. » Le général rit. « Ça peut être arrangé, commandant. Ce vieux GMC a aussi gagné sa place dans cette histoire. » Alors que Walter marchait à travers la station vers la sortie, chaque officier présent s'alignait dans le couloir, se tenant au garde-à-vous. Le vieil homme en vêtements simples se déplaçait parmi eux avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de validation externe pour connaître sa propre valeur. Un guerrier achevant une dernière mission avec la même dévotion qui avait défini toute sa vie. Tapez justice si vous sentez que la bonne chose a finalement été reconnue. Une semaine plus tard, les médias locaux et nationaux ont rapporté l'histoire. Le plus vieux camion du comté appartient à un héros de guerre secret. L'ancien commandant de Shadow Echo, honoré par l'armée après 47 ans. La cérémonie à la base aérienne d'Andrews avait été à la fois solennelle et festive, une reconnaissance longtemps retardée du sacrifice et du courage. Des images montraient Walter Briggs, maintenant vêtu d'un uniforme de cérémonie avec des rangées de médailles, auparavant classifiées, debout à côté du président, alors que les noms de ses membres d'équipe tombés étaient lus à haute voix. Pour chaque nom, un membre de la famille s'avança pour recevoir les honneurs, beaucoup rencontrant Walter pour la première fois, bien qu'il ait porté leurs êtres chers dans son cœur pendant près de 5 décennies. La transformation était remarquable. Fini l'homme voûté et buriné en vêtements délavés. À sa place se tenait un guerrier dont la tenue était revenue avec son uniforme, épaules redressées, menton levé, yeux clairs et concentrés. Les observateurs ont noté comment le président lui accordait un respect inhabituel, écoutant attentivement alors que Walter parlait doucement de chacun des hommes tombés. Derrière la scène de la cérémonie, le vieux pick-up GMC de Walter avait reçu une place d'honneur, garé entre 2 véhicules militaires rutilants. Quelqu'un l'avait soigneusement lavé et poli pour l'occasion, bien que Walter ait demandé qu'il laisse les bosses et les éraflures intactes. Elles font partie de l'histoire, avait-il expliqué. Invité à prendre la parole lors du rassemblement, Walter s'approcha du podium avec la même dignité tranquille qui avait caractérisé sa vie. L'audience, personnel militaire, responsables gouvernementaux et familles des personnes tombées, se tut en anticipation. L'honneur, commença-t-il, sa voix stable malgré ses années, ne réside pas dans les rubans ou la reconnaissance publique. Il vit dans les promesses que nous tenons, même quand personne ne se souvient que nous les avons faites. Ces mots simples, prononcés par un homme qui les avait vécus si complètement, résonnèrent à travers l'Assemblée et au-delà pour des millions de personnes regardant la diffusion. À une époque de célébrité instantanée et d'engagement oublié, Walter Briggs était un témoignage d'une autre façon d'être, une où le devoir continuait longtemps après que les caméras se soient éteintes et que le monde ait continué. Après la cérémonie, Walter a refusé le transport militaire qui lui était offert. Au lieu de cela, il est monté dans son pick-up GMC vieilli et a commencé le voyage de retour à la maison, une escorte militaire le suivant à une distance respectueuse. Le long de l'autoroute, des gens se sont rassemblés sur les passages supérieurs et le long des routes, ayant entendu une histoire dont ils n'avaient pas connaissance quelques jours plus tôt. Ils agitaient des drapeaux et tenaient des pancartes, le remerciant pour un service dont la plupart n'avaient pas connaissance quelques jours plus tôt. Dans le comté de Mill Creek, le retour fut plus personnel. Le point de contrôle où il avait été arrêté mettait maintenant en scène des officiers se tenant au garde-à-vous alors qu'il passait. Les enfants qui se moquaient autrefois de son camion de guerre le regardaient maintenant avec une nouvelle révérence.
comprenant que certaines choses gagnent leur cicatrice honorablement. L'armée a remis à Walter une citation spéciale pour fidélité inébranlable aux principes dans un monde en mutation. Plus significatif pour lui, cependant, fut la petite plaque de laiton installée plus tard sur le tableau de bord de son camion, inscrite avec les mots « Walter Briggs, gardien de promesses pendant 47 ans ». Le plus poignant peut-être fut le rassemblement tranquille qui eut lieu le dimanche suivant. Sans annonce ni fanfare, les familles de l'unité Shadow Echo se rendirent à la modeste maison de Walter. Ils apportèrent des photographies, des lettres et des histoires des hommes qui n'étaient pas revenus, partageant des souvenirs avec la seule personne qui n'avait jamais oublié un seul visage ou nom. Ensemble, ils créèrent un mémorial vivant, plus significatif que n'importe quel monument de pierre ou de métal. Dans les mois qui suivirent, la routine de Walter changea peu. Il continuait de conduire son camion en ville pour ses provisions, vivait toujours simplement dans sa maison rurale, mais quelque chose avait changé dans la façon dont le monde le recevait, et peut-être dans la façon dont il se comportait. Le fardeau d'une promesse non tenue avait finalement été déposé. Quand un jeune journaliste réussit à l'attraper à l'extérieur du restaurant local et lui demanda ce que cela faisait de voir enfin son histoire connue, Walter réfléchit attentivement à la question avant de répondre. « La reconnaissance n'est pas la raison pour laquelle les bons hommes font des choses difficiles, dit-il. Nous les faisons parce qu'elles sont justes, que quelqu'un regarde ou non. » Alors que le journaliste insistait pour en savoir plus, Walter se contenta de sourire, monta dans son camion et s'éloigna, un homme en paix avec son passé et sa place dans l'histoire, ayant accompli la mission qu'il avait portée dans son cœur pendant près d'un demi-siècle. Avez-vous déjà été témoin de quelqu'un qui a tenu une promesse toute sa vie? Certaines choses justes n'ont pas besoin de reconnaissance mais doivent quand même être faites. Commentez un moment qui vous a fait croire que l'honneur n'est pas dans les mots, mais dans les actions discrètes. Abonnez-vous à V6 Vies Inspirantes, où même les plus petites actions justes sont racontées pour que l'honneur ne soit jamais perdu. Sortez du véhicule, mais où je peux les voir. Le faisceau de la lampe de poche perça directement les yeux du vieil homme. Le vieux pick-up venait de s'arrêter à l'entrée du poste de police à minuit. De la sueur perlant sur son visage, il a simplement ouvert le plateau du camion et a dit « Je ne fais que rendre ce qui ne m'appartient pas ». Une alerte aiguë a retenti dans la cour. Quelques minutes plus tard, des SUV militaires ont encerclé silencieusement le bâtiment, leurs formes sombres émergeant de la nuit.